Voici la butée postérieure par arthroscopie associée à une capsuloplastie postérieure selon Bancart. Nous vous rapportons la technique, les indications et les résultats. Si mes conflits d'intérêts. La luxation récidivante postérieure, l'instabilité postérieure est relativement rare parmi toutes les luxations de l'épaule. Elle représente 3% de ces luxations. Elles sont fréquemment douloureuses, ce qui la différencie des luxations antérieures. Elles peuvent être traumatiques, avec lésion du bourrelet, de la capsule, lésion osseuse, ou si elles sont récidivantes, avec une ablation postérieure de la glène. Elles peuvent être atraumatiques et beaucoup plus compliquées à traiter sur un terrain hyperlaxe ou une instabilité multidirectionnelle ou une dysplasie glénoïdienne. Le traitement est le plus souvent conservateur, dans 80% des cas, avec de la rééducation, de la stimulation électrique des muscles stabilisateurs de l'omoplate pour renforcer rhomboïde, angulaire, trapèze inférieur, tous les muscles qui stabilisent l'omoplate et qui permettent de positionner au mieux la tête humérale au centre de la glène. Rééducation aussi proprioceptive. Ce n'est qu'en cas d'échec de cette rééducation que peut être proposé un traitement chirurgical. Il y a soit une chirurgie des parties molles, à savoir la reconstruction capsulo-labrale postérieure, soit la mise en place d'une butée osseuse, le plus souvent d'origine iliaque, mais on peut la prélever aussi sur l'épine de l'omoplate, sur le quart externe de clavicule, ou on peut utiliser une allogreffe. Très souvent est associée à cette greffe osseuse une capsuloplastie postérieure. Cette intervention initialement était faite par voie ouverte, elle peut être faite par arthroscopie. Les indications de greffe osseuse postérieure sont pour nous les suivantes: perte de substance osseuse postérieure et inférieure, traumatique, lésion de Hill-Sachs antérieure au niveau du sous-scapulaire, entraînant une lésion engageante en rotation interne, une lésion de l'appareil capsulolabral postérieur avec une distension post-traumatique, les échecs de la chirurgie des parties molles ou les échecs de greffe osseuse ouverte. Un certain nombre de contre-indications à la butée postérieure, les instabilités postérieures volontaires qui ne doivent pas être opérées, seules les involontaires et douloureuses sont opérées, les instabilités multidirectionnelles, les subluxations postérieures statiques avec arthrose, eh bien les butées n'apportent pas de bons résultats, les rétroversions glénoïdiennes supérieures à 20 degrés, les luxations postérieures avec Hill-Sachs, les luxations chroniques postérieures invétérées, les épilepsies incontrôlées et les dyskinésies de la scapula. La butée postérieure par arthroscopie fut réalisée pour la première fois par Laurent Lafosse en 2012 avec l'utilisation de 2 vis permettant de fixer le greffon iliaque, prélevé sur la crête iliaque antéro-latérale. Pascal Boileau, lui, en 2013, utilise 2 encres avec des sutures permettant de fixer la greffe iliaque. Nous avons décrit la technique avec 2 endoboutons. Plus récemment, HM décrit une technique avec du fiber tape, sans aucun métal. Mettet et collaborateurs en 21 rapportent l'intervention de Kowalczuk, à savoir la greffe pédiculée de l'épine postérieure sur le deltoïde postérieur, assistée par arthroscopie. Toutes ces butées osseuses, le plus souvent, sont combinées avec des réparations capsulolabrales postérieures. Alors voilà les différentes étapes techniques. D'abord le prélèvement de la greffe iliaque. Attention au nerf fémoro-cutané qui est antérieur, il faut le prélever bien en arrière. C'est un greffon tricortical avec, grâce à un guide spécifique, la perforation de 2 trous permettant le passage des endoboutons. Le patient est en position demi-assise. Nous faisons toujours pareil, une voie postérieure au ras de la glène, une voie postérolatérale qui permet d'avoir une bonne vision postérieure,
une voie antérolatérale et une voie antérieure très médiale pour être dans l'axe de traction des endoboutons. On utilise un guide spécifique qui permet d'optimiser le placement de la butée, à la fois pour faire les 2 trous sur la butée et pour faire les 2 tunnels transglénoïdiens, comme vous le voyez ici. Les endoboutons sont passés à travers le greffon iliaque, puis 2 tunnels glénoïdiens et fixés avec un tenseur. Vous voyez ici la greffe osseuse iliaque et on a tendance à la mettre un petit peu protrusive dans la glène et il y aura ainsi un parfait remodelage. Cela évitera aussi par compression d'éviter une résorption osseuse. Donc il faut que cette greffe, contrairement à la greffe antérieure de la target, la greffe postérieure pour nous doit être un petit peu saillante dans l'articulation. Elle sera recouverte de capsules et il y aura, grâce à la pression de la tête humérale, un remodelage de cette butée pour avoir un effet assez concave et stabilisateur. Alors voici ici une vidéo d'une arthroscopie permettant de réaliser une butée postérieure avec un double endobouton et une réparation capsulo-abrale postérieure. Premier temps, prélèvement de la crête iliaque, 2 cm sur 2, tricortical. On essaye d'avoir la concavité pour l'effet concave sur la glène, pour augmenter sa surface, augmenter la stabilité. On peut passer des implants à travers ce greffon, ce qui va permettre de préparer le passage après à travers la glène. Donc vous voyez le passage des endoboutons, 2 endoboutons de couleurs différentes pour ne pas se tromper, supérieur, inférieur, greffon d'environ 2 cm et qu'on mettra en postéro-inférieur. Le patient donc est installé en position demi-assise avec une voie d'abord antérieure, une voie d'abord postérieure. On explore l'articulation, on regarde si en avant il y a un réversile sax, l'état de la coiffe, l'état du biceps, l'état du cartilage, s'il n'y a pas de slap lésion. Et ainsi par voie postérolatérale, le Viper, et par voie antérieure, on désinsère la capsule orale de la glène. Et on va préparer cette capsule, c'est-à-dire qu'on va passer un lasso loop dans cette capsule que l'on réparera à la fin et qui va par traction nous permettre d'exposer parfaitement la partie postérieure de la glène. Donc voici le passage d'un fil fiber wire à travers pour réaliser un lasso loop et préparer ainsi la partie terminale de l'opération qui sera une capsuloplastie recouvrant la butée postérieure. Voici ici le fiber wire qui est préparé avec le lasso loop gentiment à travers la canule. Donc là, nous sommes à la partie postérieure de la glène. On nettoie avec le fiber, avec le Viper. On va utiliser la râpe pour enlever l'os cortical, avoir un petit peu d'os spongieux. On va mettre la greffe un petit peu saillante par rapport au bord latéral de la glène. Alors avec ce guide spécifique qui se termine à la partie antéro-supérieure de la glène, c'est-à-dire qu'on n'abîme bien sûr pas le bourrelet, on est entre 0 et 2 heures. Et on va mettre un guide qui va nous permettre de traverser, de faire 2 tunnels glénoïdiens et de pouvoir passer ainsi les fils des endoboutons d'arrière en avant. Vous voyez qu'on est entre 0 et 3 heures, donc on n'abîme surtout pas le bourrelet antéro-inférieur ni la capsule. Et on va passer progressivement, d'abord supérieur, puis inférieur, les fils des endoboutons que l'on va récupérer par notre voie d'abord antérieure. Ainsi, les endoboutons seront appliqués à la partie antéro-supérieure de la glène et par traction, d'avant en arrière, on va permettre l'introduction de la butée iliaque qui sera tenue par une cochère
afin de passer à travers le sous-épineux et le petit rond, au mieux. Puis la traction progressive sous contrôle scopique va nous permettre d'amener la butée au contact de la glène postérieure. Voici ici en avant, vous voyez, tire, et là les fils sont tendus. Au mieux avec un tenseur, on peut ainsi appliquer l'os parfaitement sur la glène. Le dernier temps opératoire est la mise en place de la capsule avec des encres Transtène 2,9, comme vous le voyez, impactées, qui permettra de recouvrir la greffe osseuse par la capsule et ainsi d'améliorer, comme vous le voyez, l'applicateur de la capsule qui recouvre la butée osseuse qui est extra-articulaire. Voici ici un exemple à 6 mois avec une parfaite intégration de la butée osseuse, vous voyez, avec une augmentation de la surface glénoïdienne postérieure, ce qui permet d'augmenter la stabilité et de prévenir toute récidive. Alors la revue de la littérature, en particulier voici ici une étude systématique rétrospective comportant 11 études, 225 butées postérieures, à la fois open et arthroscopique, donc 6 open et 4 arthroscopiques, et principalement les crêtes iliaques, mais aussi quelques allogreffes et quelques fragments de clavicule. Eh bien, sur cette série de 225 butées postérieures, on constate environ 10% de récidive d'instabilité, ce qui est beaucoup plus important que le Latarjet pour l'instabilité antérieure, par exemple. Et le taux de complications moyen est d'environ 13,8%. Parfois des complications de la greffe osseuse qui peut se fracturer, qui peut se liser partiellement, des complications liées au matériel, en particulier les vis qui pouvaient se tordre, qui pouvaient être saillantes dans l'articulation, parfois des infections cutanées et parfois des complications nerveuses. Dans cette série 6 fois open, 4 fois arthroscopique, vous voyez que dans 12% des cas, il persiste des douleurs résiduelles, avec cependant un score de Roux à 81, 84 pour le score de Constant et un Vache-Duplé à 81. Donc des bons résultats fonctionnels, et d'ailleurs les patients sont assez satisfaits, bien qu'ils aient très souvent une douleur résiduelle. Notre expérience de la butée postérieure associée au Bankart et dont la crête iliaque est fixée avec 2 endoboutons est pour nous une technique fiable, reproductible, mais nécessitant une certaine expérience, car traiter la partie postérieure par arthroscopie est toujours beaucoup plus difficile que la partie antérieure. Les indications pour nous sont essentiellement des pertes de substances osseuses postérieures, post-traumatiques, ou des échecs d'interventions précédentes, type Bankart postérieure, réparation du labrum, ou parfois butée avec lise. Dans notre série d'environ 25 cas, nous avons un taux de récidive de moins de 5%. Grâce à l'endobouton, nous n'avons pas eu de complications du matériel. Nous essayons toujours d'avoir une greffe un petit peu débordante dans l'articulation, recouverte de la capsule, et dont le remodelage permet d'avoir une certaine concavité et d'augmenter la stabilité ainsi de la glène. L'utilisation guides spécifiques glénoïdiens optimise le placement du greffon. Enfin, les patients sont globalement satisfaits, bien qu'il y ait une certaine douleur résiduelle. Je vous remercie de votre attention.